Bonjour et bienvenue sur votre 8e IFA News. Pour cette IFA News, deux arrêts de Cour de cassation que nous allons commenter. Pour le premier arrêt, j'ai le plaisir de retrouver Claire. Bonjour Claire. Bonjour Jean-Jacques. Alors ce premier arrêt de Cour de cassation, c'est une belle histoire qu'on va essayer de vous raconter. Il s'agit d'une personne qui n'avait pas d'enfant et qui avait 3 nièces. Parmi ces 3 nièces, il avait une chouchoute, appelons-la Charlotte. Donc, dans un premier temps, ce monsieur a décidé de souscrire un contrat d'assurance vie en désignant comme bénéficiaire son conjoint, à défaut sa nièce Charlotte, à défaut ses héritiers. Quelques jours plus tard, dans la foulée, il est allé voir son notaire, a modifié son testament et a institué Charlotte légataire universelle. 7 ans plus tard, il resouscrit un nouveau contrat d'assurance vie et désigne cette fois comme bénéficiaire mes héritiers. Puis il décède. Au moment de son décès, son épouse était déjà prédécédée. Et donc, il ne restait que les 3 nièces. Et à ce moment-là, comment l'assureur, Claire, a-t-il réglé les capitaux? Eh bien, l'assureur a versé les capitaux d'assurance vie des 2 contrats à la légataire universelle, Charlotte. Donc, ce qui paraît normal, puisque dans le premier contrat, elle était nommément désignée, puisque le conjoint était prédécédé, donc il restait Charlotte. Et dans le deuxième contrat, la clause était mes héritiers. Donc on sait que la jurisprudence assimile le légataire universel à un héritier. En l'occurrence, il n'y avait pas d'héritier réservataire, donc aucun problème. L'assureur règle les 2 contrats à la légataire universelle Charlotte. Donc ce qui paraissait somme toute assez logique. Voilà. Mais on imagine bien que les 2 autres nièces n'étaient pas tout à fait contentes. Non, effectivement, elles n'étaient pas du tout contentes. Donc elles ont assigné l'assureur pour obtenir des droits au titre du deuxième contrat, qui désignait mes héritiers. Donc qu'a décidé la Cour d'appel et finalement la Cour de cassation? Donc la Cour d'appel et la Cour de cassation ont décidé, donc elles ont donné raison aux nièces, en fait avec 2 arguments. Donc un argument de droit, en fait, qui est que l'assurance vie est hors succession. Donc le fait de désigner par testament un légataire universel ne prive pas les autres héritiers de leur qualité d'héritier, en fait. Donc les nièces pouvaient se prévaloir au titre du contrat d'assurance vie de leur qualité d'héritière, même si elles n'avaient rien à ce titre dans la succession. Et l'autre argument, qui était plus un argument de fait, en fait, lié aux circonstances d'espèce, et vraiment, on voit là l'intention aussi des juges de rechercher la volonté du souscripteur, toujours. Et donc ça, c'était en fait par rapport à la chronologie des faits. Donc ils ont recherché la chronologie des faits, ils ont plutôt analysé la chronologie des faits, en considérant que le fait d'avoir désigné en premier la légataire universelle, Charlotte, et puis quelques années plus tard, d'avoir désigné dans le contrat mes héritiers, au pluriel, ça prouvait bien qu'il y avait plusieurs héritiers, ça prouvait la volonté du souscripteur d'inclure les 3 nièces dans les héritiers, sinon il aurait désigné ma légataire ou mon héritière. Voilà, et donc ça prouvait bien que les 3 nièces devaient être inclus dans les héritières. Et cet élément était également corroboré par le fait que dans le premier contrat d'assurance vie, le souscripteur avait su établir un ordre des bénéficiaires, puisqu'il avait désigné mon conjoint, à défaut Charlotte, à défaut mes héritiers. Donc comme il ne l'avait pas fait pour le deuxième contrat, les juges et la Cour de cassation ont considéré que les 3 nièces devaient être inclus dans les héritiers. D'accord. Donc on se rend compte à travers cette désignation bénéficiaire que plus on est large, finalement mes héritiers, on croyait à peu près maîtriser ce que ça voulait dire, Claire vient de le rappeler, eh bien, il faut à tout prix éviter d'être le plus vague possible et au contraire être le plus précis possible, avoir bien entendu comme clause balai, entre guillemets, mes héritiers à terre, mais après avoir nommément désigné à la fois dans le nom et dans la part qu'ils doivent recevoir des personnes précises. Et ça, je crois que c'est important. Voilà, tout à fait. C'est important d'être précis dans la désignation. Quand on sait à qui on veut attribuer les capitaux, autant le préciser le plus précisément possible. Et il faut également, après, pour l'assureur, faire très attention au moment du règlement, puisque là, en l'occurrence, l'assureur a été condamné quand même pour faute, ce qui semble quand même un peu sévère, puisqu'il n'a pas rapproché en fait, l'acte de notoriété qui lui était transmis du contrat, et voire il aurait dû interroger apparemment les bénéficiaires, voire interroger le notaire. Donc c'est assez sévère, donc il faut être très prudent. Oui, on renouvelle nos conseils de prudence. Bien écoutez, merci Claire, et puis on se retrouve pour notre deuxième brève. On se retrouve pour notre deuxième brève avec Pierre Christian. Bonjour Pierre Christian. Bonjour. Alors une autre histoire à raconter. Dans ce contexte, un client avait souscrit un contrat d'assurance vie avec des supports en unité de compte dédiés. L'assureur avait délégué la gestion financière de ce support à un tiers gérant. L'assuré s'est trouvé finalement mécontent des performances réalisées par ce gestionnaire et a demandé à l'assureur d'en changer. L'assureur a accepté et a désigné un nouveau gestionnaire. L'assuré était toujours mécontent de ce nouveau gestionnaire et finalement a attaqué l'assureur
et le gestionnaire au motif qu'ils avaient commis des fautes de gestion. Alors, quels étaient les griefs que reprochait finalement ce client? Alors, il y en avait 4. Le premier point, c'est qu'il estimait l'assuré avoir le droit de choisir la société de gestion qui gérait l'unité de compte référencée sur son contrat. Deuxième point, l'assuré indiquait qu'il avait un lien contractuel direct avec la société de gestion, donc indépendamment du lien d'assurance qui le liait avec la compagnie d'assurance. Troisième point, pour l'assuré, la société de gestion aurait dû s'informer de ses objectifs de gestion. Et quatrième point, quand la société de gestion a changé, il estimait toujours qu'elle aurait dû s'informer à nouveau afin de savoir si ses objectifs de gestion avaient changé. En conséquence, le client demandait d'importants dommages et intérêts à l'assureur, mais surtout aux sociétés de gestion. C'était le caractère original. D'accord. Donc l'assuré peut-il remettre en cause finalement le choix qu'a fait l'assureur de la société de gestion et qui a décidé là-dessus la Cour de cassation? Alors, il faut d'abord rappeler que dans un contrat d'assurance vie, la situation est différente de celle dans laquelle se trouve un client face à un compte-titre. Les actifs qui viennent en représentation des unités de compte sont la propriété de la compagnie d'assurance. Et d'ailleurs, comme leur nom l'indique, il s'agit des unités de compte, donc des unités de référence qui servent à valoriser le contrat. Donc, c'est très logiquement que la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas de lien contractuel direct entre la société de gestion et l'assuré. Le lien contractuel existe entre l'assureur et la société de gestion, mais pas entre l'assuré et la société de gestion. Donc, la société de gestion n'avait pas à s'informer des objectifs de gestion de l'assuré qui n'existent pas pour elle. L'assuré peut-il choisir le gestionnaire de son contrat? Alors, si le contrat est muet, non, parce que dans ce cas-là, encore une fois, c'est à l'assureur de choisir ou non de déléguer la gestion de l'unité de compte, et s'il choisit de la déléguer, de choisir la société de gestion. Il se peut quelquefois que le contrat d'assurance, dans ses conditions générales, précise le nom du gestionnaire. Et dans ces cas-là, on doit considérer que c'est contractualisé entre l'assureur et son assuré. Et naturellement, si la société de gestion change, il faut qu'il y ait un avenant au contrat d'assurance vie. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Et de toute façon, même si le contrat précise le nom du gestionnaire financier, cela n'a pas pour effet de créer un lien contractuel direct entre l'assuré et la société de gestion. Le seul mandat de gestion qui existe dans ce cas-là, il est entre l'assureur et la société de gestion. D'accord. On sait qu'il existe par ailleurs des contrats pour lesquels le souscripteur donne mandat à un tiers de réaliser par exemple des arbitrages dans le cadre d'un contrat en unité de compte. Est-ce que là la solution est différente? Oui, parce que la solution est différente parce que la situation est différente. Dans un contrat multi-support, il y a plusieurs unités de compte qui sont référencées, le plus souvent des OPCVM, et contractuellement, l'assuré a le droit d'arbitrer entre ces supports. Ce droit, lui appartient. Et s'il lui appartient, libre à lui de le déléguer à un tiers, en l'occurrence à une entité de son choix, personne physique, personne morale. Mais là, il y aura un mandat d'arbitrage entre les unités de compte signé entre l'assuré et la personne de son choix. L'assureur n'en est pas parti. Néanmoins, il faudra qu'il en soit informé, parce que ne serait-ce que pour recevoir un arbitrage signé d'un tiers et non pas de l'assuré. D'accord, écoute, merci beaucoup Pierre-Christian. Donc on voit bien la différence entre un contrat qui possède un mandat de gestion et un autre contrat d'assurance pour lequel le souscripteur a donné à un tiers un mandat. Eh bien écoutez, voilà, c'est terminé pour cette IFA News et on se retrouve le mois prochain. À bientôt. Ciao, ciao.